Bonjour, bienvenue à l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19. Oui, le 19 ou... non, le 20. Le 20 septembre 2020. Le 20 septembre 2020. Assez tôt, vous voyez à l'arrière-plan, Ginette. Ginette qui, dès que la boutique est fermée, apparaît. Eh bien, il faut bien que j'apparaisse moi aussi, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, voilà, je vais vous parler de ceci. J'ai, euh, j'ai picoré dedans et il y a une trentaine d'années, je l'avais parcouru vitement sans réaliser l'importance de cet ouvrage. Et depuis quelques jours, donc, je parcours des passages ici et là, j'en capte à la fois l'esprit, la tonalité, la musique. Et certains livres provoquent chez moi tellement d'enthousiasme qu'il m'arrive de les refermer presque immédiatement, tellement je suis saisi par, par la puissance, par l'évocation, par la qualité, par ce qu'il met en mouvement dans mon esprit. Et je laisse le livre je laisse les quelques phrases que j'ai happées, je les laisse infuser dans mon imaginaire. Alors, euh, alors, qui est Marcel Jousse? Alors, un mot sur Marcel Jousse, un mot rapidement sur Marcel Jousse. C'est un jésuite qui a donné des cours en Sorbonne pendant plusieurs années, pendant quelques décennies. Il n'a pratiquement que, il n'a pratiquement pas publié de livres. La majorité des ouvrages qu'on retrouve sont des ouvrages, on va s'approcher un peu plus, sont des ouvrages qui ont été posthumes, qui ont été colligés par ses continuateurs, non pas des disciples, parce qu'il ne cherchait pas à avoir des disciples. Il cherchait à avoir des gens qui poursuivaient sa réflexion, qui est une réflexion anthropologique vaste, qui touche plusieurs sujets. La linguistique, évidemment l'anthropologie, l'histoire, la psychologie. Et la thèse, la thèse, la thèse centrale de Marcel Jousse, c'est que l'oralité, il y a beaucoup de choses aussi, parce qu'il y a la dimension cosmique. Il y a la dimension cosmique, ça j'y reviendrai parce que c'est quelque chose qui ne cesse pas de me tarauder, de me fasciner, de m'agripper. C'est que nous sommes des êtres cosmiques. Nous, nous vivons à la fois sur le mode horizontal, nous avons des préoccupations existentielles, se nourrir, se vêtir, se loger, faire sa place dans le monde social, dans le monde des êtres humains. Et en même temps, nous avons un rapport à la verticalité. Personnellement, par exemple, il m'arrive de m'adonner à ce que j'appelle mes rêveries cosmiques. Je suis couché sur mon lit et mon esprit s'échappe de la stratosphère. Et j'imagine que la planète, et ce qui est le cas, c'est pas difficile à imaginer, euh, vit gravite dans un système solaire, lequel système solaire est à l'intérieur d'une galaxie, lequel. Et là, bon, je, et là, tout à coup, je suis l'immensité du cosmos. L'invraisemblable immensité du cosmos devient à ma mesure. Aussi curieux que ça puisse paraître, une toute petite chose, minuscule, infime, hein? Un grain de sable. Mais un grain de sable conscient. Alors, la cosmosité, si je peux dire, elle est au cœur de, de l'élan vital de la pensée de Marcel Jousse. Évidemment, si on perd de vue que Marcel Jousse est un croyant, est un jésuite, et qu'au fond,
il a voulu vivre dans... Parce qu'il n'y a aucun prosélytisme chez lui. C'est ça qui est fascinant. Il ne cherche pas à vous convaincre ou pas de l'existence de Dieu. C'est presque secondaire, mais je ne veux pas m'égarer. Je ne veux pas aller dans cette direction-là parce que il ouvre cette porte-là de la cosmocité, de l'existence humaine. Mais là où il est fascinant, c'est qu'au fond, ce qu'il nous dit, d'accord, c'est que c'est la réhabilitation de l'oralité, de la parole. Alors, comment Marcel Jousse je vais vous lire un passage. Ça va m'aider à développer ma propre pensée. Et vous allez peut-être voir où je vais en venir. Attendez, il faut vous lire un passage. Je vais vous lire des passages d'ici là que j'ai grappillés, comme je vous dis. Et peut-être je vais élaborer ou je vais gloser à partir de ça. L'algébrose tue mémoire. Écrire, surtout dans notre milieu éthique de style écrit, et style écrit, style avec un grand S, c'est accoucher et coucher simultanément la mort sur ce linceul mortuaire qu'est la feuille de papier. Tout est dit puisque c'est écrit, décrétera le plumitif pur. C'est écrit, donc rien n'est dit, constatera le traditionnaliste de style oral, style toujours avec un grand S, qui ne veut pas un écrit de lecture oculaire, mais une mise par écrit, aide-mémoire de récitation globale et orale. Et non pas même globale et orale, mais globale, orale, si l'on peut, en remplaçant une conjonction par un trait d'union, fait sentir au liseur oculaire qu'une voix est faite pour être corporellement incarnée. C'est transposé sur le mode anthropologique la réalisation de l'interaction théologique, effrayante par sa profondeur, et cependant quasi postulée par sa logique globale. Bon, ça peut sembler... On va faire un petit bond en arrière. Ça peut sembler un peu étrange que ce que je viens de dire, mais ce qu'il nous dit, pour saisir par exemple la pensée, on va faire un biais théologique, pour saisir la pensée de celui, la pensée, non pas la pensée, mais l'appel de celui qui l'appelle Yeshua, c'est-à-dire Jésus, il faut se replacer dans le contexte palestinien dans lequel Jésus a grandi, c'est-à-dire une société, une civilisation qui était basée sur la tradition orale. Alors c'est clair, Jésus n'a pas écrit, Jésus n'est pas un scribe, mais Jésus a parlé pour de vrai. Et son message, l'importance, la puissance de son message est né dans un contexte où le style oral avait préséance sur l'écriture. Et que l'écriture, d'une certaine façon, n'est qu'une manière d'encoder, de retenir, de garder captive la parole. Alors, quand on garde ça à l'esprit et que ce qui compte vraiment pour un être humain, c'est parler pour de vrai. D'accord. Ça, c'est un petit détail. Mais pour pouvoir retenir, pour pouvoir... Alors, il y a la technique, la mnémotechnique, une technique une technique de mémorisation. Alors, il faut le rythme. Le rythme. Alors là, c'est ça qui est invraisemblable, c'est que le rythme, alors on pense aux grands prieurs, aux psalmodies. Alors, ils répètent leurs prières pendant la pandémie, quand on est allé visiter ma mère sur la rue Van Horn. Curieusement, on revenait le soir, la nuit, et bon, je connais mal le calendrier des fêtes juives, mais régulièrement, on croisait sur la rue des juifs orthodoxes qui tenaient
tenait la Bible et qui psalmodiait sur le trottoir, comme ça. Alors, le rythme de la prière, hein, pour pouvoir... Ils le prenaient dans leur corps. Alors, leur corps... Alors là, tout de suite, on pense aux rappeurs. Hein, et les rappeurs, dans leur gestuelle, refont le rythme. Puis, quand on connaît l'acronyme de rap, c'est Rhythm and Poetry. Rythme et poésie. Alors, et c'est hyper... c'est hyper ancestral, mais ça remonte aux sources. Alors, aux sources où la parole s'incarnait dans le corps. Savoir écrire, ne pas avoir de parole, par exemple, est une tragédie. Mais ça, j'y reviendrai. Je vais vous lire un autre petit passage, peut-être 2 ou 3 autres, que, comme je vous dis, parce que c'est un ouvrage extrêmement dense, qui ouvre des pistes multiples, et mon enthousiasme est tel que j'en prends à toute petite dose. Mais il y a quelque chose qui m'a effaré, ça va vous donner un peu l'idée, qui m'a jeté sur la... qui m'a jeté littéralement par terre. Alors, il parle de sa mère, qui était plus ou moins lettrée, et de sa grand-mère qui était totalement analphabète. Mais les deux femmes, sa mère connaissait par cœur des passages de la Bible, des psaumes, entre autres. Et elle vivait au quotidien avec la prière. Et ça façonnait à la fois son esprit, à la fois... ça façonnait son quotidien également. Et ces deux personnes-là... Attendez, il faut que je retrouve le passage. Attendez, je vais vous le lire. Vous allez peut-être saisir où je vais en venir. C'est donc ce milieu populaire palestinien qui a besoin d'être attentivement étudié. Or, jusqu'ici, on s'est très peu préoccupé des milieux populaires. Quand on lit les études de Camille Julien sur la Gaule, on constate avec étonnement qu'il a été un des premiers à concentrer son intérêt sur le peuple gaulois. Le peuple gaulois ne s'est jamais soumis aux Romains. Même après 2000 ans, nos actuels paysans, et surtout nos actuelles paysannes, continuent encore la résistance par tous leurs gestes de traditionnalistes. Dans le numéro 40 de l'ethnographie, page 13-14, Louis Marin nous en donne une preuve vivante qu'on pourrait dire cinématographique. Je cite, « L'antiquité des institutions traditionnelles en cause, si effacée soit-elle dans le détail de leurs traits, et confirmée par un de leurs caractères essentiels, l'ancienneté de multiples thèmes qui s'y développaient encore il y a un demi-siècle. Certains portent sur les druides et leur disparition, mais les documents, cela va de soi, nous manquent pour démontrer qu'ils remontent au temps du celtisme. Avec le sculpteur Jean Baffier, animateur de veillée au Berry et un Nivernais, nous avons confronté des récits de son pays et du mien sur César, ou comme disaient nos deux patois sur Césaire, ce conquérant était le brigand, l'envahisseur, le pillard, le destructeur, l'assassin, la pire injure que la mère de l'artiste à Neuvy-en-Barrois, Berry, et ma grand-mère maternelle à Bruyères-en-Vosges, adressait à l'un de leurs garçons coupables de quelques frasques était « Haï, Césaire !» Ce dernier mot se prononçait traditionnellement le dur en simulant le grincement de dents, en faisant vibrer le cou et la tête, en crispant les doigts des deux mains, dans un des textes lorrains sur cette époque, les haï-traï en français, la étrait, on est amené à constater que les conteurs n'avaient jamais admis la conquête par Rome, l'invasion des idées romaines,
la domination de la langue latine. C'est donc avec l'appui de toute notre perturbable tradition paysanne que nous redisons: le peuple gaulois ne s'est jamais soumis aux Romains. Les Gallo-Romains sont des bourgeois collaborationnistes qui ont été lâchement se faire romaniser de langue et de manière dans les écoles de rhéteurs latins. C'est de cette rhétorique de l'occupant romain de jadis que dépendent aujourd'hui nos sermons et nos discours. La prestigieuse rythmo-catéchistique des druides, célèbre à travers tout le monde antique, a été abandonnée et méprisée à tel point qu'elle est pratiquement pour nous comme si elle n'avait jamais été. Dire qu'il nous faut avoir recours avec tristesse et colère au fameux décalque grec de Diogène Laërce pour entendre aujourd'hui l'écho d'une seule de ces innombrables triades gauloises que les appreneurs avec un grand A, des druides mettaient 20 ans à mémoriser rythmo-mélodiquement. Les dieux honorés, le mal évité, la bravoure pratiquée. Et pourtant, ce mécanisme pédagogique des triades était tout préparé pour recevoir et comprendre, comme en harmonie préétablie, la rythmo-catéchistique analogue des deux plus grands rabbis galiléens, Yeshua de Nazareth et Shaoul de Giscala, qui venaient le sublimer jusqu'à l'infini. Le bon combat, j'ai combattu. La course, j'ai parcouru. La fidélité, j'ai défendu. Alors, ce qu'il nous dit aussi, donc, je vais conclure là-dessus. Je ne sais pas si je vous ai donné le goût d'aller un peu plus loin. Moi, je sais que je vais pas devoir, mais je vais devoir modérer, tempérer mon enthousiasme quant à cet ouvrage-là. Parce que je pourrais pas le lire jusqu'au bout. Je vais prendre une phrase et là, tout à coup, par cette idée-là que les druides célèbrent et vénéraient à travers toute l'Antiquité, avaient effectivement une culture orale d'une importance inimaginable, que les Gallo-Romains, à un moment donné, l'auteur Camille Julien accuse l'envahisseur romain de ne pas avoir été sensible aux merveilles de la culture gauloise, Juste nous dit, au fond, lui, il rend coupable plutôt les collaborateurs qui n'ont pas su retranscrire, n'ont pas su conserver dans la langue de l'occupant les merveilles de la culture gauloise. La terre a été bien brûlée et les voix ont été jamais étouffées. Là où nos druides enseignaient oralement aux jeunes appreneurs avec un grand A gaulois pendant 20 ans leur tradition rythmique innombrable, à peu près rien ne nous en a été dit au cours de notre formation prétendue classique. Pourquoi? C'est que rien, absolument rien, ne nous est resté dans la langue originale de nos ancêtres gaulois, ces barbares qui mémorisaient mélodiquement pendant 20 ans leur pédagogie traditionnelle, pédagogie avec un grand P, et rythmo mélodiquement avec un trait d'union. En revanche, dans nos manuels de littérature latine, on a jugé bon de consacrer un chapitre ou tout au moins un paragraphe au triste panégyrique écrit en l'honneur des empereurs occupants par les collaborationnistes gallo-romains. Malgré les imprécations vengeresses de Camille Julien, ce ne sont pas les Romains eux-mêmes, mais les scribes gallo-romains qui ne devaient pas laisser périr les récitations nationales de la Gaule, récitation avec un grand R,
en enregistrant que les panégyriques de l'occupant écrits par les rhéteurs. Ces récitations nationales, elles étaient tout le passé et tout l'avenir d'une Gaule indépendante, glorieuse et savante. Il y avait là des Genèses et des Apocalypses, des Iliades et des Odyssées. Contrairement aux scribes palestiniens des Targums, aucun des scribes gallo-romains n'eut la fierté patriotique de recueillir ce trésor oral qui s'est perdu à jamais. Ce qui augmente encore notre gré, c'est le vif intérêt qu'éveille en nous les restes précieux de la littérature orale irlandaise, restes malheureusement mis par écrit trop tardivement. Devant la large trahison des scribes gallo-romains, devant l'insouciance lenteur des scribes irlandais, quelle reconnaissance anthropologique ne devons-nous pas avoir pour les récitateurs et les metteurs par écrit palestiniens des Targums traditionnels. Grâce à leur indomptable patriotisme, sur les ruines de leur temple incendié par les Romains, ces résistants ont sauvé de l'anéantissement toute leur vivante tradition de formules targoumiques, araméennes, populaires et orales. Alors, comment ne pas songer au Québec ici? Québec dont l'incroyable, d'ailleurs on le voit dans la persistance de l'industrie de l'humour qui est nécessairement orale, hein, donne un spectacle. Pourquoi les humoristes ont tant de succès? Pourquoi chez nos... Ce sont les seuls millionnaires pratiquement chez nos artistes. Ils ont un succès fou, remplissent des salles, il y a une école de l'humour, il y a toute une industrie qui est un reliquat des conteurs, qui est une conséquence, en fait. L'homo québécis, l'anthropos québécis, et simplement, c'est la tradition orale. Ça a toujours été la tradition orale, la force des Canadiens français, la force des Québécois. Et nous sommes venus assez tardivement à l'écriture, tant et si bien qu'aujourd'hui, nous sommes un peu des semi-lettrés, mais par contre, on a encore aujourd'hui l'oreille fine. Encore aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la vraie parole. Alors, si on inscrit le Québec dans la culture classique, on aura toujours du retard. On passera tout le reste de notre existence à essayer de rattraper quelque chose qui, au fond, n'a jamais été notre force. Notre force, c'est le style oral. C'est là où on fait preuve de créativité. C'est là où on déploie toute notre imagination. Il y a eu des efforts considérables qui ont été faits par des ethnologues sauvages, d'une certaine manière, qui ont voulu, de Jacques Ferron à Lévi Beaulieu, qui ont voulu retenir ce phrasé, hein, ce parler, cette manière d'être au monde qui s'incarnait par la parole. Ah oui, je fais une petite parenthèse. C'est en observant, parce que Marcel Jousse a passé 2 ans aux États-Unis, et c'est en étudiant les Sioux avec leur gestuelle qui a compris que le geste précédait la parole et la parole précédait l'écriture. C'est en observant les Sioux. Alors imaginez qu'est-ce qui s'est passé quand les premiers colons français se sont retrouvés en terre d'Amérique et qui eux-mêmes étaient pour la plupart des analphabètes, des illettrés, et qui se sont retrouvés avec une incroyable culture orale que de plus en plus de poètes, d'ethnologues, d'anthropologues autochtones tentent de
non seulement de réhabiliter, mais d'habiter. Hein? Réhabiliter, habiter. Alors, imaginez ce qui s'est passé. Fisher nous dit dans Le rêve de Champlain, il nous raconte que les coureurs de bois étaient, et pour pouvoir se gagner l'estime des Autochtones, devaient parler. Alors, il y avait des concours d'art oratoire dans les forêts. Alors, c'est ça notre force. C'est cette espèce de génie de la langue qui s'incarne dans la parole. Et on aurait beau se sentir coupable de ce qu'on ne possède pas, devrait plutôt s'enorgueillir de ce que nous possédons. Et de cette incroyable aventure, vous voyez, il y a des élans patriotiques, hein, notre Marcel Jousse, devrions nous enorgueillir de je sais bien, ils vont dire, oui, mais c'est pas vraiment un vrai français que nous parlons, Mais, on va... C'est sûr que le français romanisé, hellénisé, le cours classique, tout ça, dont les plus vieux nous ont tous bassinés, en voyant ça comme une perte, le fait qu'on ne maîtrise pas le latin, par exemple. C'est encore une autre histoire, parce que l'Église, vous savez, elle s'est constituée. Elle s'est constituée en corps diplomatique, en corps politique, pour résister à l'envahisseur anglo-saxon. Hein? Et nous rejouons indéfiniment cette scène-là de la résistance. Mais là, je m'égare complètement. Mais il y a quelque chose qui s'est passé ici en terre d'Amérique avec les colons français qui étaient des analphabètes et les peuples autochtones qui étaient également des peuples dont le style oral était la manière d'être. Eh bien, il s'est passé quelque chose ici. Il s'est passé quelque chose de majeur dans l'imaginaire collectif. On a enfoui ça dans notre inconscient. Mais partout, si on observe, là, je donne l'exemple de l'industrie de l'humour, ou de la chanson, ou de la poésie, parce que les poètes au Québec, évidemment, ne gagnent pas leur vie, mais les poètes au Québec montent sur des scènes. Et peut-être leur chiffre de vente est famélique en librairie, et puis on emprunte peu leurs livres dans les bibliothèques, mais il y a de multitudes de festivals, il y a de multitudes d'endroits, des petites salles, moins pendant la pandémie, mais où ils peuvent se produire, où ils peuvent incarner leurs paroles. Et là, d'une certaine manière, ils rejouent au fond la scène primitive de notre propre existence en cette terre d'Amérique. Et là, ils peuvent vendre des recueils. Ils peuvent finir même par vendre des centaines de recueils, simplement en se produisant régulièrement sur des scènes. En librairie, ça, c'est une autre chose. Mais le poète québécois en tout cas, la poète québécoise, elle a l'obligation de se livrer corps et âme à son public réuni dans une sorte de ferveur qui peut s'apparenter à la fois au grand rassemblement religieux ou tout simplement autour du feu, autour du feu dans la forêt. Écoutez, vous voyez, alors, je me posais aussi une autre question. Je vais conclure là-dessus. Est-ce que... vous voyez, je lis des passages. C'est inimaginable. Ouais, on va... La rythmo-analyse, la rythmo-mélodie, il crée des formules... oui. Les rythmeurs récitateurs. Le soir, quand l'auditoire est réuni entre eux,
Dans, le soir, quand l'auditoire est réuni, deux d'entre eux viennent se mesurer. On apporte un banc et les deux protagonistes s'assoient califourchons et se tiennent par les mains avec les doigts entrelacés. Alors commence le mécanisme de la spontanéité. Ils se balancent parce qu'il est impossible de laisser s'écouler rythmiquement le mécanisme de l'expression humaine sans ce bercement. Chez les Finnois, nous avons le Kalevala, cette splendide épopée de style oral. Plus exactement, c'est une récitation formulaire, théologique et historique, dont Jean-Louis Perret nous a donné une incomparable traduction octosyllabique. Nous voyons là des paysans illettrés qui n'ont pas encore perdu la force de composer. Il y a quelques années, on pouvait encore saisir sur le vif le jaillissement anthropologique et ethnique des rythmes du Kalevala. Comment se font cette composition et cette transmission? Avec le balancement spontané des rythmeurs récitateurs. Bon, écoutez, je vais vous en reparler, c'est sûr. Je vais vous en reparler, à moins que mon propre enthousiasme m'engloutisse dans la stupéfaction, dans l'étonnement, dans la sidération. C'est fou quand même, parce que ce livre-là, je l'avais parcouru visiblement beaucoup trop rapidement. Tenez, je vais quand même vous donner une dernière citation. Ah oui. L'homme ne connaît que ce qu'il reçoit en lui-même et ce qu'il rejoue. C'est le mécanisme de la connaissance avec un grand C, par nos gestes de rejeu. Nous ne pourrons jamais connaître ce qui est totalement en dehors de nous. Nous ne pouvons connaître que ce que nous avons intususpectionné plus ou moins parfaitement. Chaque individu diffère comme intususpection après que l'intususpection s'est jouée et rejouée en nous. Il y a là conservation personnelle des rejeux. Cette conservation vitalement personnelle dépend de la richesse des intususpections et de la puissance de la personnalité, car nous ne sommes pas tous égaux. À cette profondeur-là, l'homme est tout entier intuitivement envahi et modelé par le réel. Il est comme possédé par son envahisseur, qui l'exprime et balance selon la structure de son organisme. Le mimeur, parce qu'il cite ici Aristote qui nous dit l'homme mime, il ne fait que mimer. On aurait envie de dire il ne fait que s'approprier aussi. C'est pour ça aussi, en tout cas, on ne va pas aller dans le débat de l'appropriationnisme culturel. Le mimeur devient en quelque sorte l'être mimé et connu dans ses gestes, et il en fait comme une nouvelle incarnation. En effet, ce peloton d'énergie mimante qu'est l'anthropos se trouve au milieu des interactions indéfinies du cosmos, cosmos avec un grand C, comme une sorte de vivant résonateur, et ce résonateur ne peut recevoir qu'un certain nombre de vibrations. Nous ne savons pas, et nous ne pourrons jamais savoir toutes les vibrations qui existent dans cet immense brouillard d'énergie qu'est le cosmos. On en découvre chaque jour, et de quelle importance. Bon, écoutez. Alors, je vous montre le livre à l'écran. C'est le tome 1. Il y a 3 tomes de cet ouvrage-là. On va continuer de le lire en espérant que je puisse canaliser mon enthousiasme. Bon, pour l'instant, j'espère avoir été ce rythmeur, ce mimeur. J'espère
créer quelque chose. J'espère que cette espèce d'onde, pas de choc, mais cette onde vibrationnelle qui m'emporte, puisse vous emporter également. Dans une sorte, disons-le franchement, d'enthousiasme contagieux. Et la dernière question que je me posais, est-ce que nous devons lire debout ou lire assis? Et est-ce que nous devons lire à haute voix toute cette aventure-là de ma chaîne YouTube qui dure quasiment déjà depuis 9 ans, mais maintenant tout le monde fait des chaînes? C'est que j'avais commencé à lire à haute voix. Et j'avais compris, parce que lire à haute voix ou à voix haute, ça avait une incidence sur ma manière de lire. C'est comme si j'avais cessé d'être un lecteur oculaire pour devenir un lecteur, mais épouser le rythme de la langue de l'autre qui écrit, mais on aime penser qu'au fond, ceux qui écrivent ne font pas qu'écrire, ils transcrivent leur propre rythme. Ils transcrivent leur propre rythme et leur propre rythmo-mélodie. Et que l'oreille, au fond, capte ce qu'ils ont voulu nous montrer. D'eux-mêmes. En tout cas. Allez, il est tôt, puis elle est longue. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Je suis peu actif sur les réseaux par les temps qui courent pour cette simple raison, c'est que la librairie a été fermée pendant 2 mois, dû au coronavirus, dû aux mesures de confinement décrétées par le gouvernement. Et moi, pour pouvoir lire et pour pouvoir un peu écrire, je dois vendre des livres. En fait, je ne vends pas des livres pour vivre, je vends des livres pour lire. Alors, saisissez la nuance. Moi, je reste dans mon univers de texte. Je reste dans mon univers de texte, mais je ne suis pas un scribe. Je suis un libraire. Alors, voilà. Puis hier, sais-tu aussi, je suis un drôle de libraire parce qu'on vient souvent à ma librairie pour échanger avec moi. Et hier, un jeune homme a eu ce lapsus-là en parlant de mes clients. Il m'a dit « ton public ». Puis là, il s'est repris « tes clients », je voulais dire. Alors voilà, peut-être qu'au fond, c'est ça mon truc. Mais je m'en voudrais d'être un libraire ennuyeux. Je m'en voudrais de n'avoir à proposer à ma société que des choses mortes, mais que du papier imprimé. Je pense que le libraire a en tout cas, peut-être c'est abusif de ma part de penser que le libraire a une autre fonction dans notre société, mais je souhaiterais que le libraire occupe une place symbolique importante dans les affaires de la cité. Pas juste un endroit où on propose des livres, mais un endroit où on se rencontre, un endroit où la pensée peut, d'une certaine manière, la pensée des autres, la pensée vivante, puisse s'épanouir. Bon, enfin, c'est assez pour aujourd'hui. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme je vous explique, la librairie, il faut la faire fonctionner, il faut proposer des titres, disons, ces temps-ci, je suis pas mal sérieux dans mon travail de libraire. Hein? À la base, disons. Pour pouvoir lire des livres, il faut que j'en vende. Voilà. Et puis mais en même temps, vous êtes nombreux à venir me visiter, vous êtes nombreux à vouloir échanger avec moi et c'est comme ça. Hein? On refait les gestes, la tribu. Hein? Les rythmeurs récitateurs. Allez, c'est bon, là, c'est bon cette fois-ci. C'est vraiment bon. Allez, bonne journée à tous.